Choix 98.1 Radio X. Radio X. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. 8h42, c'est le petit moment du lundi avec nul autre que Christian Page, christianpage.ca. Ah, il est auteur, il est conférencier, c'est un animateur de radio, un animateur de télé. Il n'y en a pas de défaut, ce gars-là, juste des qualités. Ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs. Ça va faire plaisir. Hein? Tu es généreux. Ben oui. Comment vas-tu, cher ami? Ça va très bien. Bon, est-ce qu'il se passe des trucs dans le domaine du paranormal? Il y en a toujours. Oui. Hein? Tu sais que c'est une actualité qui est toujours très, très riche, les phénomènes paranormaux. Il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on n'entende pas parler de trucs bizarroïdes. Et cette semaine, je voudrais te parler... Tu sais, dans l'univers du paranormal, il y a deux choses qu'il faut retenir. Hein? C'est une véritable pépinière pour des photos floues. Hein, donc, tu peux pas en trouver. C'est la meilleure place pour en trouver. Et c'est également, si la devise du Québec, c'est « je me souviens », dans l'univers du paranormal, on pourrait dire c'est « j'oublie ». On a l'impression que des trucs qui ont été publiés il y a quelques mois, quelques années à peine, ont été complètement mis de côté et c'est continuellement un retour à la case départ. Alors, je te donne par exemple le triangle des Bermudes. On sait depuis les années 1970, et je le répète, là, on sait depuis les années 70 qu'il n'y a pas plus de disparitions dans cette région-là de l'océan que partout ailleurs dans le monde. Donc, tant qu'à parler du triangle des Bermudes, pourquoi pas le triangle des îles de la Madeleine, le triangle de Terre-Neuve, tu comprends? Il n'y a pas plus de disparitions au prorata. Bien sûr, il y en a plus en nombre parce que c'est une région qui est plus fréquentée par les bateaux et les avions que partout ailleurs dans le monde, mais au prorata, il n'y en a pas plus. Et ça, on le sait depuis les années 70 parce qu'on a les chiffres de la Lloyd's en particulier, la Lloyd's qui assure le transport maritime, hein, ce qu'on appelle la marine marchande, et il n'y a pas plus de disparitions. Ce qui n'empêche pas que chaque année, on nous revient avec des documentaires. Le triangle des Bermudes, oui, des bateaux disparaissent mystérieusement. C'est pas vrai. Ça s'arrête là, c'est pas vrai. Mais c'est des belles histoires à raconter. Voilà, on aime cette idée-là que le monde est enchanté, qu'il y a des licornes, qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des vortex qui nous amènent vers des univers inconnus. On aime l'idée du monde enchanté. Et c'est pour ça qu'il y a cette vision de ne touchez pas à mes mythes. Ne touchez pas au triangle des Bermudes, ne touchez pas à mes soucoupes volantes, ne touchez pas à mes fantômes. On n'aime pas ça parce que très souvent, lorsqu'il y a des investigations qui sont menées de manière rigoureuse, malheureusement, il y a un décantage vers le bas. C'est-à-dire qu'on découvre que c'est pas finalement si mystérieux qu'on le croyait. Et là, on perd un peu de cette aura d'enchantement. Et c'est le cas, par exemple, avec le monstre du Loch Ness. Et tu vas comprendre pourquoi j'en viens à ça. Écoute, c'est une photographie qui a été publiée il y a une dizaine de jours à peu près, qui fait le buzz sur Internet. C'est une photo qui a été prise par un type qui s'appelle Steve Challis Carrington. Ce type c'est un Britannique. Il est originaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, là où on a construit le fameux Titanic. Et l'automne dernier, il s'est retrouvé dans la région du Loch Ness, en vacances. Et là, pendant qu'il était sur les bords du Loch Ness, en fait, se trouvait un endroit très précis qui s'appelle le château d'Urquhart, qui se trouve à Drumnadrochit. Puis Drumnadrochit, pour y être allé, je peux te dire, Yannick, c'est 2 musées du monstre du Loch Ness, 10 hôtels, 20 restaurants, 2 maisons. Donc, tu vois le genre, la ville vit au rythme du monstre du Loch Ness. Donc, notre individu se trouve dans la baie d'Urquhart, au château d'Urquhart, où il y a une espèce de promontoire qui est dominé par un château du 12 ou 13e siècle. Et voilà que notre bonhomme dit, j'ai vu un remous à la surface de l'eau, j'ai braqué mon appareil photo et j'ai pris une série de clichés de ce remous. Et là, curieusement, j'imagine toi ou n'importe qui, les auditeurs qui nous écoutent, qui prennent une photo du monstre du Loch Ness, la première chose qu'on fait, c'est on regarde notre photo, es-tu bonne? Es-tu bonne ou es-tu floue? Lui, il a pas fait ça.
Il est retourné chez lui et il a cessé de penser à son histoire. Et voilà que durant la période de confinement du COVID, il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire un peu de ménage dans mes photographies de vacances? Alors, il ressort son appareil photo, commence à regarder là-dedans et là, tombe sur les fameuses photos du fameux remous dans le Loch Ness. Et là, il aperçoit que sur une des photographies, on voit une espèce de dos moustaché qui sort de l'eau et qui fait à peu près 2,50 m sur la photographie. Donc, est-ce la photo du monstre du Loch Ness? Le type publie cette photographie d'abord sur son site Facebook. Il communique également avec des gens qui ont une espèce de site web dédié au monstre du Loch Ness qui se trouve en Écosse. Il envoie également cette photographie qui se retrouve sur le site. Et voilà, ça fait boule de neige. Et depuis à peu près 10 jours maintenant, tous les gens qui s'intéressent à la cryptozoologie, donc l'étude ou la recherche sur les animaux inconnus ou non reconnus par la science, bien évidemment, fantasme autour de cette photographie. Est-ce que c'est le monstre du Loch Ness? L'idée qu'il y ait un monstre dans le lac Memphremagog, c'est un peu invraisemblable. Mais néanmoins, on n'a pas la preuve que le monstre existe, mais on n'a pas la preuve de sa non-existence non plus, même si en science, on ne doit pas prouver une négation, mais prouver qu'il existe. Hein. Mais quand même, on comprend qu'on adhère à une question de foi. J'y crois ou j'y crois pas. Dans le cas du monstre du Loch Ness, on a la preuve irréfutable de sa non-existence. Et pourtant, on continue d'en parler. Et pourquoi on a la preuve de cette non-existence? Rappelle-toi, Yannick, on en avait parlé à l'émission Radio X-Files à l'été de 2018. Il y a un biologiste de l'Université d'Otago, en Nouvelle-Zélande, un spécialiste également de l'ADN, qui s'est rendu au Loch Ness, parce qu'il faut savoir que tous les animaux contaminent leur environnement. On perd des bouts de peau, des bouts d'ongles, des cheveux, des poils, puis on fait tous des petits pipis puis des petits cacas. Donc, on a pris l'ADN de l'eau, quoi? Voilà, c'est ça. Donc, les techniques d'ADN sont maintenant tellement sophistiquées qu'une nouvelle technique qui s'est développée qu'on appelle l'ADN environnemental. C'est-à-dire que si je puise dans l'environnement, je vais trouver quelles sont les espèces qui habitent ce milieu-là. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le Loch Ness. Donc, ce scientifique, Neil Gemmell, se rend au Loch Ness, prend des échantillons d'eau à plusieurs endroits, principalement dans la baie d'Urquhart, là où il y a notamment ces fameuses apparitions du monstre, l'endroit le plus privilégié par le monstre. Il prend donc des échantillons d'eau et tout ça a servi d'une étude qui a perduré pendant une année. Et l'été dernier, Neil Gemmell est arrivé avec ses conclusions en disant « C'est bien dommage, mais il n'y a aucun animal inconnu qui habite le Loch Ness. » On a identifié les espèces animales qui sont là-dedans. Il a été très surpris d'ailleurs par la présence, la très forte concentration d'ADN d'anguilles. Donc on savait qu'il y avait des anguilles dans le Loch Ness, mais les travaux de Neil Gemmell montre que les colonies d'anguilles sont beaucoup plus répandues, beaucoup plus importantes qu'on le croyait. Le reste, on a identifié effectivement les poissons, des communautés de poissons que l'on connaît habiter le Loch Ness, notamment des variétés de saumon. Il a été également clair là-dessus, il n'y a pas d'animaux inconnus, puis il n'y a pas non plus de requins ou de baleines qui vivent dans le Loch Ness. À moins que Nessie soit une grosse anguille. Oh. Voilà. Donc tu comprends et pourquoi on a donc cette certitude qu'il n'y a pas un animal inconnu qui vit dans le Loch Ness. Ça, c'est bien clair. À moins de croire, encore là, si tu veux croire aux fées, aux gnomes et aux farfadets. Contribuerait à la légende Nessie. Parce qu'il y a tellement d'argent à faire avec ça. Yannick t'a mis le doigt sur la situation. Parce que c'est justement cette question-là qu'on doit se poser. Donc, notre bonhomme en question, lui, il dit, ces photos sont authentiques, je les ai découvertes durant la période de confinement. Mais d'un autre côté, donc, c'est le monstre du Loch Ness, là, il n'y a aucun animal inconnu, là, qui n'est pas répertorié dans les livres de taxinomie qui dit, voilà, c'est un animal inconnu. On n'a pas ça. Donc, c'est sûr que s'il y a des créatures ou une créature mystérieuse qui vit dans le Loch Ness, il faut imaginer, ou bien un poisson très gros qui appartient déjà aux variétés de poissons qui sont connues dans le Loch Ness ou une anguille. Mais la situation, tu l'as tout à fait mentionné. Il faut savoir que le monstre du Loch Ness injecte dans l'industrie touristique locale 200 millions de dollars par année.
C'est moi qui ai des frissons, là. 200 millions de dollars. Or, tu comprends que la déclaration de Neil Gemmell l'été dernier en disant « C'est bien dommage, mais il n'y a pas d'animaux inconnus dans le Loch Ness, donc il faut plutôt se pencher sur une variété un gros saumon ou une grosse anguille, mais pas un monstre inconnu, là, il est sorti de la préhistoire. » Alors ça, c'est sûr que c'est un truc qui fait mal, et qui plus est qui fait mal quand comme je l'ai mentionné, en Andromeda Rocher, 2 musées du monde du Loch Ness, 10 hôtels, 20 restaurants, 2 maisons, tu te dis, il faut faire quelque chose. Or, c'est curieux que cette photographie, qui a été publiée une dizaine de jours, apparaît juste au début de la saison estivale. Hein? Donc là, ça ravive l'intérêt pour le monstre du Loch Ness, cette histoire de photographie. Donc on peut imaginer que peut-être il y a, je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais il y a peut-être anguille sous roche dans cette histoire-là. Et ça serait pas la première fois. Rappelons-nous qu'ici même au Québec, en 2015, la mairesse de Poinégamook, donc ce petit village là, qui est près de la frontière américaine, Louise Labonté, qui était la mairesse à l'époque et qui est toujours mairesse de l'endroit, avait demandé à une compagnie de Rimouski de faire une fausse vidéo dans laquelle on voyait émerger un poisson gigantesque à la surface de l'eau du lac Poinégamook. Et cette vidéo a circulé pendant plusieurs jours avant que les autorités municipales reconnaissent qu'il s'agissait d'une fausse vidéo, d'un trucage, et tout ça n'avait qu'un seul objectif, mousser justement l'intérêt pour le tourisme dans la région. Donc, si ça s'est fait à Poinégamook avec le monstre ponique, inutile de dire que les autorités du Loch Ness, les petits villages qui entourent le Loch Ness et qui vivent de l'industrie touristique du monstre, parce qu'il faut savoir, hein, si tu vas dans cette région-là, on parle souvent les châteaux écossais, les Highlands. T'es loin de là. Avec le monstre du Loch Ness, là, t'es un peu loin de ces endroits-là. Donc, on est loin d'Édimbourg, on est loin de Glasgow. Donc, si tu te ramasses au pays du monstre du Loch Ness, il n'y a pas grand-chose à voir là, sauf peut-être le monstre du Loch Ness. Donc, on comprend que les villes et villages qui bordent le Loch Ness, ben évidemment, vivent de cette industrie touristique. Et la déclaration de Neil Gemmell l'an dernier en disant « il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness », c'est quelque chose qui a plutôt fait mal. Donc, il ne serait pas étonnant qu'éventuellement, on apprenne que la photo soit un canular qui a été orchestré à la fois par un photographe plutôt habile en 3D et les autorités locales qui auraient peut-être subventionné son travail. Est-ce que ça pourrait être une silure, qui est un genre de gros poisson laid, là, immense, qui peut laisser présager qu'il y a une masse dans l'eau qui surgit de nulle part? Bon, c'est amusant ce que tu mentionnes là, parce que la silure, hein, c'est ce qu'on appelle le poisson-chat. Il y a quand même un lien avec la photographie qui a été prise. C'est-à-dire que quand on regarde cette photo, immédiatement, ceux qui ont vu le dos de l'animal en question, on dit « Tiens, on dirait le dos d'un gros poisson-chat ». Or, l'été dernier, il y a ces picotements sur le dos et on les compare à ceux du monstre du Loch Ness, on découvre exactement le même pattern, le même schéma, la même présentation. Donc, on se demande si le type n'a pas simplement fait un espèce de collage de la photo de ce poisson-chat géant et qu'il l'a pas simplement transposé dans le Loch Ness par un procédé en utilisant Photoshop ou un truc comme celui-là. Parce que c'est laid comme pas possible, ça se nourrit. Là. C'est une silure, s'il y a un goéland qui est à la surface de l'eau, la silure va aller le chercher. Oui, absolument. Et il y a des silures dans le Loch Ness. Mais le fait que le design du pattern que l'on voit sur son dos soit identique à celui qu'on a retrouvé qu'on a pêché dans le fleuve Pô semble plutôt pointer vers une falsification, vers un canular. Parce que tu comprends, il n'y a pas 2 zèbres qui sont zébrés de la même façon. Certains sont zébrés noir sur blanc, d'autres blanc sur noir. Mais quoi? Je voulais voir si tu suivais. Ah oui, je suis attentif. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Donc là, pour l'instant, il y a cette histoire de poisson pêché dans le fleuve Pô qui pourrait avoir servi de modèle ou à tout le moins une partie de l'image aurait pu servir à la falsification de la photographie du monstre du Loch Ness. Mais disons pour l'instant, on en est à se poser de très sérieuses questions, mais il faut le répéter. Les travaux de Neil Gemmell montrent qu'il n'y a pas d'animaux inconnus qui vivent dans le Loch Ness. On parle maintenant d'une loi pour rendre transparentes les politiques de l'armée sur les ovnis.
Oui, ça c'est amusant parce que les amateurs d'OVNI considèrent cette nouvelle-là un peu comme une victoire, alors que tu vas comprendre que c'est plutôt une demi-victoire, sinon une pas victoire du tout. Mais enfin, je te rappelle, on en a parlé également à l'émission Radio X-Files à quelques reprises. C'est un événement assez important. On est en décembre 2017. C'est le New York Times qui annonce que entre 2008 et 2012, le gouvernement américain a tenu une espèce de projet secret d'étude sur les objets volants non identifiés. L'acronyme en anglais était ATIP, qui signifie, là, si je le traduis en français, Programme avancé d'identification de menaces aérospatiales. Donc, durant ces 4 ans, le projet a coûté 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, ça peut sembler beaucoup de sous, mais 20 millions de dollars sur 4 ans, quand on sait que le budget annuel du département de la Défense est de 700 milliards de dollars par année, on comprend que c'est seulement de la menue monnaie au fond d'une poche. Mais bref, on étudiait ce fameux projet, on étudiait ces fameux ovnis, et lorsque le projet a pris fin en 2012, ben voilà, les gens qui étaient là ont passé à autre chose, et c'est les révélations de l'un d'entre eux, donc celui qui était le directeur du projet de l'époque, un certain Luis Elizondo, qui dit, ben voilà, pendant 4 ans, on a étudié la question des ovnis. Ce qui était particulier ici, c'est que si juste avant la reconnaissance de ce projet, tu aurais fait une demande citoyenne au gouvernement américain sur la question des ovnis, on t'aurait répondu que le gouvernement américain, l'armée de l'air américaine, avait retiré ses billes de ce sujet-là en 1969. Et là, voilà qu'on apprend qu'il y a eu une espèce de projet souterrain qui a étudié la question des ovnis pendant 4 ans. Et à ce moment-là, également, il y avait 2 vidéos qui avaient été rendues publiques, qui avaient été filmées durant des opérations militaires à partir de chasseurs de l'armée américaine, soit un film qui datait de 2004, l'autre de 2014. Il y a un 3e film qui s'est rajouté à ça. Et donc, à partir de cette révélation, on voit que le gouvernement, le département de la Défense est un peu dans l'embarras. Il reconnaît que le programme a existé, mais donne pas trop de détails sur que faisait exactement le projet. Finalement, pressé par des demandes citoyennes, il y a quelques mois à peine, la US Navy a reconnu que les films qui circulaient étaient bel et bien des films qui montraient des objets volants non identifiés, sans spéculer sur la nature du non identifié. Donc, il y a une situation où on voit que l'armée américaine, et particulièrement la US Navy, est un peu dans l'embarras avec ça. Et ce qui avait été important aussi avec cet article dans le New York Times en 2017, c'est de dire ce projet qui a perduré entre 2008 et 2012 a pris fin en 2012. Mais les journalistes disaient il n'est pas interdit de penser que le projet puisse exister encore sous d'autres appellations quelque part dans un arcane du gouvernement américain au département de la Défense. Et là, j'arrive à ma nouvelle qui date d'à peu près une semaine. C'est le sénateur républicain de la Floride, Marco Rubio, qui est également le président du comité sénatorial sur l'entrepreneuriat et les entreprises. Et ce type-là, donc, dépose un projet de loi. C'est une loi fiscale, on s'entend bien. Donc, il dépose un projet de loi au Sénat américain, loi fiscale, la loi 2021, et dans laquelle il dit... Et là, c'est assez étonnant quand on regarde ça. Il dit, il faudrait, et là, je te cite le texte, il dit, il faudrait harmoniser la collecte d'informations et les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, leurs liens potentiels avec des gouvernements adversaires et les menaces qu'ils posent aux équipements et aux édifices de l'armée américaine. Or, tu comprends, en déposant ce projet de loi, en fait, cet amendement, les amateurs d'OVNI se sont mis à jubiler. Voilà que Marco Rubio reconnaît en déposant cet amendement que ce projet d'enquête sur les OVNI, il existe toujours. Il n'a pas pris fin en 2012 comme l'article du New York Times le disait. Il existe donc encore aujourd'hui. Il est quelque part probablement géré par la US Navy. Et pour les amateurs d'OVNI, tu comprends, si l'armée américaine investit des deniers publics dans les ovnis, c'est que les ovnis, c'est du sérieux. Mais ça c'est peut-être la demi-victoire, parce que là où ça s'écroule un peu... Puis quand on parle d'ovnis dans ce contexte-là, on parle vraiment d'objets volants non identifiés et non pas nécessairement des bonhommes verts. Et là, tu as tout compris, parce que évidemment, en déposant ce projet, d'ailleurs, faut le dire, il n'est pas encore adopté. S'il l'est, le gouvernement américain, le département de la Défense, aura 180 jours pour réagir et proposer un plan permettant justement cette transparence. Mais dès le sorti, en fait, à partir du moment où Rubio a déposé son projet, tu comprends que les journalistes ont été après lui, ils ont dit « Oh, c'est quoi ça, cette histoire d'OVNI? » Parce que ça fait toujours réagir. Et Rubio a tenu à
bien précisé que dans le contexte duquel le projet, l'amendement était déposé, il était clairement question de menaces provenant de pays autres que les États-Unis. Et on le sait, il y a quelques semaines à peine, des avions russes ont été interceptés au large de l'Alaska parce qu'ils volaient au-dessus du territoire américain. On le sait également que les Américains n'ont pas une relation particulièrement chaleureuse avec la Chine. On sait que la Chine développe toutes sortes d'armements. On sait que les Russes ont développé également des missiles hypersoniques. Donc, il y a des menaces et c'est normal que pour un gouvernement, on se pose des questions à se dire, ben écoute, s'il y a des véhicules qui violent les territoires aériens, qui violent en fait l'hégémonie américaine au-dessus de son territoire, ben il faut savoir qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Et ça, Rubio était très précis là-dedans. Il n'est pas, lorsqu'on parle d'OVNI dans ce contexte-là, il n'est pas question d'objets volants venus d'une autre planète avec des petits hommes verts. Faut avoir confiance en sa technologie là, quand on viole les espaces aériens des États-Unis. Ah, c'est sûr. Mais bon, c'est l'information qui est récoltée, colligée par les pays ennemis, vaut parfois le risque. Les Américains l'ont fait. Rappelle-toi, en 1954, les Américains mettent au point l'avion U-2 et ce n'est qu'en 1960, donc 6 ans plus tard, que les Américains vont découvrir qu'ils ont un avion espion qui est en fonction depuis 6 ans et ils vont le découvrir parce que les Russes ont abattu un avion U-2 au-dessus de l'Oural. Donc, ce n'est que là, en ouvrant le journal ce matin-là, que les Américains ont dit, tiens, on avait un avion espion qui faisait de l'espionnage au-dessus des territoires russes, soviétiques à l'époque, et ça depuis 6 ans. Donc, tu vois, comme on le dit, le jeu en valait la chandelle. Donc, on a pris les risques et l'information qui a été colligée durant cette période de guerre froide, à travers ces vols d'espionnage par les avions U-2, a été d'un bénéfice extraordinaire pour l'armée américaine. Donc, j'imagine que pour les Chinois, les Russes ou d'autres nations étrangères qui voudraient apprendre davantage sur les systèmes de défense des États-Unis, ben, l'utilisation de drones ou d'appareils particuliers d'espionnage pourrait valoir le coup. T'sais. Mais bon, les amateurs d'OVNI devront malheureusement faire avec cette douche écossaise, pour revenir à notre poste sur Loch Ness, sur leur histoire d'OVNI avec ce projet de M. Rubio. Quelque chose qui est extrêmement apprécié à Québec, Christian, c'est quand tu viens faire tes conférences. Est-ce que dans les prochains mois, tu as des conférences de prévues ou c'est encore sur le hold? Pour l'instant, c'est sur le hold. Tu sais que le mois dernier, j'ai un nouveau livre qui est sorti en librairie, qui est Les Dossiers Mystères 3. C'est un livre qui est sorti, en fait, pratiquement 15 ans après les premiers que j'avais fait sur le sujet. Donc, éventuellement, j'aimerais bien faire une conférence sur les sujets qui sont abordés dans cet ouvrage. Hein. Ce sont des sujets qui sont tout à fait fascinants. Mais malheureusement, tu comprendras, à cause du confinement, on doit se réserver là-dessus. Donc, j'attends pour voir quelles seront les mesures de déconfinement pour cet automne avant de m'engager pour faire de nouvelles présentations publiques. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on reprendra les Radio X-Files le vendredi, on le mentionnera aux auditeurs là, quand est-ce que tu seras de passage à Québec pour des conférences de christianpage.ca. Absolument. Salut, mon ami! OK. Bonne journée à toi.